sont d'ici. Où là-bas? Moi, je suis d'ici. Ils sont d'ici. Sont d'ici. Tendez l'oreille et suivez-nous. Allons écouter les paysages et la vie de celles et ceux qui sont d'ici. Dans un grand bain sonore de sons d'ici capté au cœur du parc naturel régional des Baronnies provençales. Le castor d'Europe est bien présent dans les Baronnies provençales et fait même partie des espèces emblématiques du territoire. Pour le découvrir et mieux le comprendre, partons en compagnie du passionné et passionnant Manu Blancard, du réseau des intervenants territoire et environnement Les Baronnotes, accompagnateur de moyenne montagne, naturaliste et éleveur de moutons. Si on regarde bien, donc, alors typique du castor, voilà, le tronc qui est complètement écorcé, coupé en biseau, et on dirait que ça a été fait au ciseau à bois. C'est déjà un joli petit billot. Après, il faut imaginer, il est capable sur un peuplier qui est une essence tendre de bord de rivière, hein, le peuplier d'Italie par exemple que tout le monde connaît, qui fait un grand pinceau là qui monte, et bien là jusqu'à 50, 60, voire presque 1 mètre de diamètre, hein, il est capable de ronger là. Et là on voit tous les petits coups de dents là, qui sont partout là, clac, 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 clac. Donc là il passe son temps à grignoter, à ronger. Hein. Voilà, ça fait plus de 20 ans que je circule sur les rivières, alors plutôt aigues et houles là. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de 20 ans, j'ai vu des sites qui ont été colonisés. Et puis bon, on s'imprègne de l'espèce hein, tout simplement. Et du coup, on arrive à capter ses mœurs. Puis c'est toujours intéressant d'avoir encore une nature préservée. On est sur la route entre Nyons et Gap, petit village de Verclose. Et là, quand on arrive sur le site, on voit ce petit ruisseau là, avec un superbe barrage qui fait quasiment 1,50 m. Ouais, voire un petit peu plus, qui barre complètement le petit ruisseau et qui est en train de créer un petit étendue d'eau qui fait plus de 5 mètres de large, qui est sous un joli petit pont là, et après qui va remonter sur plusieurs centaines de mètres. Et là vous allez remonter avec une magnifique zone humide, là où vous allez avoir plein d'espèces de milieux aquatiques qui viennent s'installer, il y a des haltes migratoires d'oiseaux, il y a plein de choses. Et c'est vraiment le castor qui a modifié ce milieu là. Et il n'y aurait pas la zone humide s'il n'y avait pas le castor. Il y a peu de crues sur cet endroit, donc c'est un milieu qui est assez stable. Du coup, le barrage peut durer plusieurs années. D'où le milieu qui évolue et qui crée cette zone humide et qui est très précieuse, surtout dans les Baronnies où on est un milieu hyper sec. Donc ça crée des petites oasis comme ça, où vous allez avoir plein d'espèces qui vivent dans ce milieu-là. Là, moi, je prends juste un bâton pour montrer... Voilà, son boulot, son réel boulot. Donc là en plus ce qui est intéressant sur le bord du barrage, c'est qu'on retrouve aussi des pierres. C'est-à-dire qu'il les dépose. C'est un animal un petit peu costaud, hein, donc il arrive à porter des pierres. Donc là il passe son temps à grignoter, à ronger. Hein. Donc on voit bien, voilà. Ah oui, en fait, il prend, parce qu'il est assez gros quand même, ce morceau de bois, ça fait quoi? Entre 5 et 10 cm de diamètre, hein, ouais, et il ronge ça comme un épi de maïs. Ah voilà, il l'attrape, donc voilà, les deux antérieurs, comme ça, là, et il va faire tourner, il débite les morceaux, et puis après on a une branche un peu plus fine, là, plutôt de la taille d'un pouce, hein, qui est beaucoup plus fraîche, hein, d'ailleurs, on voit l'écorce qui est beaucoup plus claire, là. Hein. La famille de castor est active sur le secteur. Hein. Voilà, là, celui-ci, là, il s'en est servi que pour le barrage, il n'a pas rongé, ça c'est de l'aulne. Les 3 essences généralement qu'on va retrouver, aulne, saule, peuplier. Des fois il peut attaquer, moi ça m'est arrivé de voir un pin sylvestre, alors j'imagine que ça doit coller un peu aux dents parce que c'est un résineux. Et il y a plein de petits, vraiment un site hyper intéressant. Voilà, et puis il y a même des petites brindilles ici aussi. Il se nourrit quasiment exclusivement d'écorce. Strictement végétarien, exclusivement d'écorce. Et après particularité du castor, c'est que, vous avez vu c'est du ligneux, hein, donc le ligneux très difficile à digérer. Comme les espèces comme le lièvre ou les choses comme ça, ils sont caeutrophes, ça veut dire qu'ils ont dans leur système digestif, ils ont une particularité, c'est qu'ils vont remanger leur crotte. Et là par exemple, il met la queue entre ses pattes postérieures et il récupère donc sa crotte et il va remanger sa crotte. Donc ça fait un double passage dans le système digestif pour pouvoir assimiler cette matière qui est difficilement digérable.
sa vie combien de temps, un castor? 10-12 ans. Après, il faut toujours relativiser parce qu'en nature, tu as plein d'événements qui peuvent se passer. Alors un castor, ça ressemble... c'est une grosse bête déjà, c'est donc un mammifère. Tu vois, ça fait la taille à peu près du chien, donc c'est en 15 à 20 kg, voire 25, voire 30 kg pour certains beaux adultes. Quand tu l'as dans l'eau, tu vois juste une tête qui sort. Par contre, quand il sort sur la berge, et là tu dis « Waouh, ça c'est gros !» Et donc tu vois ce corps un peu bossu, cette grande queue plate là qui fait 30 cm, et puis tu vois qu'il dandine comme ça là. Et puis donc des grosses pattes par contre arrière, les postérieures presque comme ma main, et puis qui sera palmé pour la propulsion en fait. Puis alors après il y a une petite anecdote sympa, c'est que tu as un des ongles qui est fendu en fait, c'est son peigne, parce qu'il est assez coquet. Et puis par contre les pattes de devant qui sont pas palmées, mais qui vont lui servir à prendre, et puis cette tête un petit peu plate, cette grosse truffe, des petits yeux. Il a une double paupière, ça veut dire que quand il plonge, clac, c'est comme nous quand on met les lunettes de plongée, là, clac. Donc il va avoir ça protégé, puis comme des bouchons d'oreilles, comme des petites membranes qui vont boucher les oreilles. Il est adapté pour l'apnée et pour la vie aquatique, malgré qu'il ait une vie terrestre aussi. Il peut rester combien de temps sous l'eau? 15 minutes. Moi je le défierais pas en apnée en tout cas. Et la queue, donc qui fait 30 cm, est couverte de fausses écailles. Donc ces fausses écailles qui étaient, on va dire... par la religion en fait entre guillemets détournée, c'est qu'on le classait dans les poissons parce que ça nous permettait de manger du poisson qui n'était finalement qu'un mammifère, et du coup il y avait du saucisson de castor qui était fait par les moines en Avignon. Donc les moines en faisaient du saucisson, mais c'est une chose qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Et non, le castor a le statut d'espèce protégée, et donc en fait il a été protégé dans les années 70, et juste sous l'effet de la protection, ils ont recolonisé leur bassin versant. Petit à petit, les populations ont augmenté. Ils ont remonté les rivières et c'est pour ça qu'on le retrouve, nous, maintenant dans l'Aigle, dans l'Oule. Et au départ, il arrive du Rhône. Et là, on est en train de le retrouver sur des têtes de bassin versant. Si vous voulez, il n'y aura pas plus de castors qu'il y a actuellement. Parce qu'en fait, après, ça s'autorégule en fonction de la nourriture. Et puis des cellules familiales qui vont être présentes. Alors, une cellule familiale de castor, c'est quoi? Le mâle, la femelle. Alors, les jeunes de l'année, on dit 2 à 4 petits, mais souvent c'est plus 2-3 petits. Vous avez alors les intermédiaires qui sont les ados. Donc les individus qui vont avoir 2 ans et qui vont être chassés pendant l'hiver et ils vont partir coloniser d'autres territoires. Généralement c'est 6, moi j'ai vu une observation avec une cellule à 8 individus. Voilà, c'est le maximum qu'on peut avoir sur le secteur. Est-ce qu'on sait combien de castors on a dans les baronnies provençales? C'est difficile à estimer, par contre c'est un animal qui est discret pour l'observer, mais par contre qui laisse beaucoup d'indices. Au lieu d'estimer les individus, on va plutôt estimer les cellules familiales. Et on va dire que sur l'Oule, moi, un secteur où je connais bien, ça va être 10 à 12 cellules familiales. Après, vous avez tous les affluents, et sachant que maintenant, il est présent un petit peu partout. Hein. Après, donner un effectif, il y a tellement de facteurs, c'est difficile à donner un chiffre exact. On passe juste le pont, on n'est pas très loin. Ah, d'ailleurs, alors là, exceptionnel quand même. Je n'avais pas vu. Il y a un chêne pubescent qui a été attaqué par le castor, regarde. En plus c'est tout frais. Alors chêne pubescent, beaucoup plus dur que le peuplier. Donc là on n'est pas sur une essence du bord de la ripisylve. Là on est un tout petit peu plus haut sur le talus là. C'est complètement hallucinant qu'il ait attaqué. Alors ça va être sympa parce je vais te montrer les copeaux. Donc comme s'il avait travaillé au ciseau à bois. On voit bien la coulée d'ailleurs là qui est juste ici là. Ah oui, donc c'est la trace du castor en fait. Voilà, il est remonté comme ça tu vois. Et là je pense que le soir, tu as vu, on est à... D'ailleurs on entend les voitures, on est à 20 mètres de la route, et lui, je pense que le soir, tranquillement, il est en train de ronger ce fameux chêne pubescent. D'ailleurs, c'est super étonnant d'avoir ce castor si près de la route. Ouais, alors, il est dans la ville de Lyon, en centre-ville, hein, donc sur le Rhône, on est bien d'accord, et il remonte la Saône. En fait, c'est un animal qui est... ça vit la nuit, donc c'est discret, il passe des voitures, c'est régulier, ça fait du bruit, il s'acclimate, il s'adapte. Ah là, vous venez d'attraper des écorces. Voilà, donc là, ce qui est intéressant, c'est, tu vois, regarde, on voit bien les copeaux, hein, comme si un sculpteur, un ébéniste qui aurait, avec son ciseau à bois, qui aurait retaillé, là. Et donc, tu as la trace des dents, tu vois. Donc, il plante la mâchoire supérieure, et puis après, tu as la mâchoire inférieure, comme ça, qui vient, avec les 2 grosses incisives, là, qui viennent remonter, là, et on voit le nombre de coups de dents, hein, tu peux compter, là, tu vois, il y a 3, 4, 5, 6 coups de dents, là. Clac, clac, clac. Par contre, de l'autre côté, je t'ai vu en amont du pont, là, là tu as un magnifique peuplier qui est attaqué. On voit la petite coulée aussi là qui est juste au pied, tu vois. Et après tu as un amas de branches là, tu vois, qui est en arrière-plan là. Et là on est en amont du barrage. Il y a l'eau, ça fait comme des petits canaux. Et là en fait l'entrée du terrier, il y a des chances qu'elle soit dessous en fait. Pour quelqu'un qui n'est pas initié, difficile à repérer en fait, parce que tu vois un tas de branches comme ça.
On voit bien cette zone humide là, tu vois, qui s'est créée suite au barrage là, et tu vois qui fait cette roselière là avec tous les tifas à massettes là, ce qui fait les petites graines là, blanches là. Et là il fait son petit réseau de canaux. Et si tu veux, le fait de gagner en plus en eau comme ça, et bien lui on dit souvent qu'il se déplace pas à plus de 30 mètres, mais là en fait comme il a noyé une grande partie, il peut accéder à d'autres arbres auxquels il n'aurait pas accès. Bon là tu vois on arrive dans un secteur où ça commence à patauger, tu vois, donc là c'est vraiment l'effet du barrage qui fait remonter l'eau. Et puis là tu vois, tu as les drailles utilisées alors par le castor et puis je pense aussi par d'autres animaux. C'est la zone de passage des animaux en fait. Donc là on voit ce passage des animaux entre les roseaux. Et là du coup après c'est leur domaine à eux, nous on n'a plus rien à y faire. Mais après il faut imaginer tous les migrateurs qui vont faire leur petite halte et qui vont retrouver cette petite zone humide et du coup sera colonisée par plein d'espèces différentes. Donc, quand il y a du castor, il y a plein d'autres espèces qui arrivent. Voilà, il y a plein d'autres espèces qui arrivent. On suit le bord du petit ruisseau là. Donc là, on est en aval du barrage. Voilà, là si tu veux, regarde bien le long, là, c'est un arbre alors relativement ancien, tu vois, donc qui a été abattu. Et ben là, tu vois ce gros tronc qui fait 30 à 40 cm de diamètre. En fait, il est en taille crayon aussi. Donc tu as vu, alors la légende voulait que souvent le castor pouvait orienter comme un bûcheron, tu sais, l'endroit où va tomber l'arbre, mais en fait c'est du pur hasard. C'est-à-dire que les arbres naturellement, si tu veux, ils vont chercher la lumière, donc ils sont penchés du bon côté. Alors par contre, il a autant de risques qu'un bûcheron quand il abat. Il va grignoter et puis après, je pense que le castor est prudent, il attend que ça tombe, bien qu'il y ait eu des castors piégés sous des troncs d'arbres. Donc, mais bon, ça reste exceptionnel. Alors là, on marche dans un champ, on est en train de contourner la rivière. Voilà, et là on voit le secteur qui est, tu vois, regarde, on voit la limite de l'eau. Alors ce barrage avait été enlevé, puis en fait, le castor a rebossé en fait, et donc a maintenu le milieu. Donc tu vois vraiment la limite de l'eau qui venait ici là, et puis donc les roseaux, de toute façon qu'il faut qu'il y ait les pieds dans l'eau. Donc là on voit magnifique roselière avec les tifas, regarde, qui sont en train de lâcher les graines. Donc là avec un petit vent, là on voit les graines qui vont partir. Et pourquoi il avait été enlevé le barrage ? Alors le barrage, ils avaient peur que ce soit un barrage, que ça fasse que ça inonde, que ce soit un peu à risque. Après il y a quelques problématiques en fait, par exemple prendre le champ là. Et si tu perds 20 mètres de champ, pour l'agriculteur du coin il perd peut-être 20 bottes de foin. Donc pour lui, il se dit ce castor il m'embête quoi. Après ce qui est intéressant par contre, surtout sur les secteurs de zones très sèches comme chez nous, c'est que ça fait des zones qui font éponge par rapport à l'eau. Donc en période d'étiage, là, quand tu as vraiment peu d'eau, en fait c'est des zones qui vont tamponner et qui vont redistribuer de l'eau à la rivière et qui, on va dire, c'est des bons moyens de réguler et de préserver les sources en même temps et de garder un débit dans la rivière. Sachant que nous, l'été, tu peux traverser l'Aigle, tu n'en as pas plus haut que les chaussures. Comment est-ce que le castor cohabite-t-il avec l'homme et l'homme avec le castor ? Dans des secteurs préservés comme chez nous, on va dire que ça se passe entre guillemets plutôt bien. Tu as quelques petits secteurs, on va dire problématiques, où il va inonder un champ, où ça va poser un petit peu de problème pour le foin. Par contre, dans la vallée du Rhône, où ils ont canalisé des rues, où ils ont planté des pommiers à côté, le castor il va pas faire la différence entre un pommier et un peuplier. Donc lui, il va les grignoter et donc ça peut donner des zones conflictuelles. Moi je bossais sur un secteur, donc sur le pas des ondes, là, un petit plan d'eau. Et nous la solution qu'on avait trouvée, c'était de mettre un manchon en grillage autour des arbres qu'on voulait garder. Et puis le castor il allait manger autre chose, sachant qu'il n'allait pas ronger l'acier. Et puis après, je pense que il faut savoir la place que l'on laisse aux vivants. Et puis il a la place dans son écosystème. Et puis il nous donne, il taille les arbres quand il soutient en même temps les berges. Et puis réfléchir à la place qu'on veut laisser aux vivants, surtout dans la période où l'on vit actuellement. Merci à Manu Blancard. Et si le castor a attisé votre curiosité, rendez-vous sur le site internet du Parc naturel régional des Baronnies provençales pour télécharger l'étude castor. Ce podcast est réalisé par Alice Roy, Ondes Sonores, produit par le Parc naturel régional des Baronnies provençales, avec le soutien des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et des départements de la Drôme et des Hautes-Alpes.